Un soir, une jeune adolescente est rentrée chez elle et en rentrant, elle s'est aperçue que sa maison était totalement vide. Sa mère avait laissé un petit post-it sur le frigo lui indiquant pourquoi la maison était vide à ce moment-là. Il y avait marqué « Ton père est encore au travail, il va rentrer assez tard. Moi, je suis parti faire du shopping et tes petits frères sont à leur entraînement de football. » La jeune fille se dit « Ok, très bien. » Elle ferme la porte d'entrée à clé au cas où. Toujours la sécurité les amis, ça faut bien vous le mettre en tête. Toujours la sécurité, c'est très important. Elle a posé son téléphone sur un meuble dans l'entrée. Elle a déposé les clés de la maison sur un petit crochet à côté, là où justement il mettait les clés de voiture, les clés du garage, les clés de la maison, un support pour poser les clés, tout simplement. Après cela, elle a pris les escaliers, elle est montée à l'étage pour aller dans sa chambre et changer de vêtements, être un peu plus à l'aise. Pendant qu'elle était en train de se déshabiller, elle a remarqué qu'il y avait un post-it sur son lit. Elle l'a pris entre ses mains et a commencé à le lire. Il y avait sur ce post-it une phrase qui en ferait frissonner plus d'un. Personnellement, ça ne me mettrait pas à l'aise du tout. Il y avait marqué « Il y a quelqu'un dans la maison ». Est-ce que vous seriez serein? Je ne pense pas. La jeune fille se dit que c'est sûrement ses petits frères qui lui faisaient une farce, qu'ils avaient laissé un post-it avant de partir à leur entraînement de football pour justement lui faire un petit prank, tout simplement. Du coup, elle se dit rien d'anormal, c'est une mauvaise blague, aucune raison de s'inquiéter. Et là, la jeune fille va se poser une question. Elle va se dire, mais si mes frères en fait n'étaient pas allés à leur entraînement et qu'ils s'amusaient justement à me faire peur, qu'ils étaient effectivement dans la maison. Elle dit donc, ok les garçons, c'est très marrant. Est-ce que vous avez raté votre entraînement de football? Mais là, étonnamment, pour elle en tout cas, personne n'a répondu à sa demande. Aucun bruit. La maison était aussi silencieuse que quand elle est arrivée sur place. Elle essaye encore une fois de démasquer qui se cache sous ces mystérieux post-it. Elle dit donc, hey, je sais que vous êtes là. Si vous remettez encore une fois le nez dans ma chambre, je vous tue. La menace est plutôt claire. La jeune fille après cela, et encore une fois n'ayant eu aucune réponse, descend au rez-de-chaussée, elle va dans la cuisine pour se faire un petit peu à manger. Elle ouvre le réfrigérateur et à l'intérieur, il y a encore une fois un nouveau post-it. Et là, sur ce post-it, il va encore avoir un message qui m'aurait totalement fait frissonner. Et vous allez comprendre pourquoi. Sur ce post-it, il y avait marqué « Il n'y a personne à part toi et moi ». Apparemment, la personne qui est dans la maison s'amuse à utiliser les post-it pour communiquer avec la jeune fille. C'est assez dérangeant. La jeune fille prend peur, du coup elle lâche le post-it qui tombe par terre et elle dit « Les garçons, ce n'est plus drôle du tout. Maintenant, arrêtez ça ». Cette situation commence à l'inquiéter et à l'énerver. Mais encore une fois, la maison reste silencieuse. Aucun son ne se fait entendre. La jeune fille va vers la porte d'entrée, elle essaie de l'ouvrir, elle est fermée, normal, elle l'a fermée à la clé au début de l'histoire, elle se dit ah oui c'est vrai je l'ai fermée, elle se retourne pour pouvoir récupérer les clés parce qu'en fait elle souhaitait jeter un petit coup d'œil à l'extérieur, sauf que là, chose très étrange, les clés de maison qu'elle avait déposées sur le fameux support à clé ont disparu. Elle se retourne maintenant vers le meuble où elle avait laissé son téléphone et là également son téléphone n'est plus là. Il semblerait que quelqu'un ait volé et la clé de la maison et son téléphone. Néanmoins, à la place où il y avait son téléphone, il y a quelque chose, je pense que vous avez deviné, un post-it. Sur ce post-it, il y avait marqué « Tu n'iras nulle part ». La jeune fille est sûre maintenant que la personne qui laisse ses post-it, ce n'est pas ses petits frères, c'est quelqu'un qui lui veut potentiellement du mal, du coup elle se dit « Il faut que j'appelle la police ». Elle fonce vers le téléphone de la maison pour pouvoir appeler la police, sauf qu'elle se rend compte, une fois qu'elle a décroché et qu'elle a mis le combiné à son oreille, que la ligne a été coupée. Et à côté du téléphone, il y avait encore une fois un autre post-it. Le mec qui fait ça, il doit vraiment avoir une tonne astronomique de post-it quand même pour faire tout ça. Sur le post-it, il y avait marqué « Pas de téléphone, pas de police, pas de sortie ». La jeune fille panique totalement. Elle ne sait pas quoi faire, elle essaie de réfléchir très rapidement à comment se sortir de cette situation. Elle est en panique totale. Elle décide de foncer vers la porte arrière de la maison pour s'enfuir. Sauf que là, encore une fois, en essayant de l'ouvrir, elle se rend compte que la porte est fermée à clé. Très surprise, elle remarque qu'il y a également un post-it sur cette porte arrière. Cette fois-ci, le post-it dit « Regarde en haut ». La jeune fille s'exécute, elle jette un coup d'œil à ce qu'il y a au plafond, et là, sa panique s'intensifie. Elle voit son chat accroché au plafond par un couteau qui l'a transpercé. La jeune fille crie d'hystérie et elle se précipite vers la fenêtre la plus proche. Elle essaye de l'ouvrir, la fenêtre est bloquée, elle essaye de casser les vitres, mais elle n'y arrive pas parce que c'est du double vitrage, elle n'a pas assez de force pour ne serait-ce la fissurer, et elle remarque qu'il y a à côté des fenêtres encore une fois un post-it. Ce post-it dit « Tu n'arrives pas à la briser, n'est-ce pas ?» La jeune fille commence à être tétanisée et elle essaie de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour s'en sortir. Elle se dit « J'ai besoin d'une arme pour me défendre au cas où. Un couteau. » Elle se précipite dans la cuisine pour aller justement sur le support à couteau et elle se rend compte encore une fois que le support est vide. Aucun couteau n'est ici. Et à la place des couteaux, qu'est-ce qu'il y avait encore une fois? Un post-it. Et sur ce post-it, il y avait marqué « Les enfants ne doivent pas jouer avec des objets pointus. » La jeune fille se précipite en haut des escaliers, dans sa chambre et s'enferme. Elle regarde dans son placard, sous le lit pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché, et fort heureusement pour elle, il n'y a personne. Elle soupire un peu, elle se dit j'ai enfin un petit moment de répit. Et là, soudainement,
sa télévision s'allume toute seule. Mais vous savez, elle s'allume et on a ce fameux écran statique, un peu grisé, très désagréable à entendre, et elle se rend compte que sur le côté de sa télé, il y a une autre note. Elle s'empare de la note et elle lit « Maintenant, tu es exactement là où je voulais que tu sois ». La jeune fille panique totalement, elle se dit qu'elle est potentiellement coincée, du coup, elle décide de crier à l'aide. Peut-être qu'à l'extérieur de la maison, quelqu'un pourra l'entendre. Elle dit « À l'aide, s'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi ». Et là, pendant qu'elle crie et qu'elle appelle à l'aide, elle se dit « Mais attends, mon ordinateur portable, je peux peut-être m'en servir ». Elle arrive à l'ouvrir, à l'allumer et à envoyer un mail à sa meilleure amie. Dans son mail, elle a écrit « Aide-moi, ce n'est pas une blague, appelle la police, il y a quelqu'un dans ma maison ». Quelques minutes plus tard, elle entend des sirènes de police arriver vers chez elle. Le mail avait bien été réceptionné par sa meilleure amie qui a fait ce qu'elle lui a dit. La police arrive, se garde devant la maison, il défonce la porte parce qu'elle était fermée à clé. 2 officiers de police rentrent dans la chambre de la jeune fille et ils la trouvent totalement paniquée, recroquevillée dans un coin de sa chambre. La police a retourné la maison mais ils n'ont rien trouvé du tout de suspect, ils n'ont trouvé aucune trace d'un intrus. Pendant qu'un des officiers était en train d'interroger et de rassurer la jeune fille, il a remarqué qu'elle avait quelque chose dans le dos. C'était un post-it. Il l'a enlevé et lui a tendu, et sur ce post-it, il y avait marqué « J'étais si près du but ». Les amis, cette histoire s'arrête ici. Est-ce qu'on a affaire à un intrus, à quelque chose de paranormal? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça fait totalement flipper de te dire que tu essayes de t'enfuir de quelque chose et que peu importe ce que tu fais, tu trouves une note à côté en lien avec l'action que tu venais de faire. Elle a voulu péter la vitre, on lui dit « Alors, t'arrives pas à la péter ?» Tu veux des couteaux, il y a marqué ne joue pas avec des couteaux, c'est vraiment dingue. Ça doit te mettre une pression folle et en plus le mystère reste entier parce qu'on ne sait pas qui était la personne ou ce que c'était cette chose, peut-être paranormale, qui s'en prenait à la jeune fille. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que l'histoire finit entre guillemets bien parce que la jeune fille est toujours en vie, il ne lui est rien arrivé de pire, bien qu'elle doit avoir un sacré traumatisme après tout ça. Là, mes amis détectives, je vais avoir besoin de votre aide. Selon vous, qu'est-ce que c'était? Ou qui c'était? Un intrus? Ou quelque chose de paranormal. Personnellement, je dirais qu'on aurait plutôt affaire à un intrus. Là, vous allez me dire pourquoi. Je pense que dans cette histoire, si on avait affaire à quelque chose de paranormal, les actions du fantôme seraient beaucoup plus évasives. Par exemple, dans d'autres histoires qu'on a pu raconter, vous voyez, c'était quelque chose, un son léger, ce genre de choses. Là, c'est très réfléchi de se dire interagir avec quelqu'un par des post-it en lien avec les actions qu'il fait. Je trouve que c'est plutôt une interaction malsaine, propre à l'humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Mes amis détectives, dites-moi en commentaire pour vous qui est ou qu'est-ce qui est coupable de cette histoire terrifiante. Les amis, on va revenir maintenant à la période d'Halloween. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait Melvin qui avait toujours un sourire sur son visage. Beaucoup de personnes se disaient qu'il était comme ça parce qu'il avait un petit problème mental, qu'il était un peu simplé. À l'école, il était toujours embêté par ses camarades. Ses fameux camarades disaient qu'il était stupide et du coup, il s'amusait à lui faire des farces. Bien qu'il était embêté à l'école, Melvin, lui, ne désespérait pas. Il pensait qu'un jour, il pourrait être ami avec ses camarades de classe. Tout ce qu'il voulait, en fait, dans sa vie, c'était être accepté et pouvoir se lier d'amitié avec eux. Mais à chaque fois, ces personnes-là le rejetaient et le traitaient comme un fou. Bien qu'il était embêté par toutes les personnes de la classe, il y en avait un qui l'embêtait plus que les autres. Un jeune homme nommé Tyrell. C'était un garçon plutôt petit et qui ne ratait pas du tout une opportunité pour embêter Melvin. Et quand je dis embêter, je veux dire l'humilier devant toute l'école. Tyrell, d'ailleurs à de nombreuses reprises, s'amuse, même si ce n'est pas un jeu, ça on en est conscient, à frapper avec les poings ou avec les pieds Melvin devant toute l'école. Parfois, il encourage même d'autres personnes à frapper Melvin juste pour pouvoir regarder ça et en rire. Et effectivement, Tyrell est une personne qui manque sacrément d'éducation. Et Melvin a une manière assez particulière de réagir à l'humiliation et au harcèlement que lui font subir les autres élèves. Il réagit en souriant ou avec un léger rire. Il essayait en fait de faire croire, il prétendait que tout ce qui lui arrivait ne l'affectait pas du tout. Mais néanmoins, ce sourire, c'était un masque. À l'intérieur, son cœur lui était totalement brisé. La nuit d'Halloween, Tyrell et ses amis étaient au centre-ville. Ils ont aperçu Melvin qui est rentré de l'école, et Tyrell a dit à ses amis qu'il avait le meilleur prank, la meilleure farce à faire. À Melvin bien sûr. Tyrell s'est précipité vers Melvin, l'a attrapé par la nuque et a commencé à le tirer. Il l'a ramené vers le groupe d'amis, et Tyrell dit « Ce soir nous allons déterrer un corps et tu vas nous aider ». Melvin répond « Les gars, c'est pas une bonne idée de jouer avec des choses comme ça ». Et Tyrell a dit « Personne ne rigole. Tu te rappelles de monsieur Jefferson qui est décédé l'année dernière? On va aller au cimetière ce soir, on va aller le déterrer et le laisser devant l'école pour faire peur à tout le monde. Maintenant, on va aller le déterrer et nous avons besoin de quelqu'un pour faire le transport, on t'a choisi. » Melvin n'est pas d'accord, il dit « Laissez-moi tranquille, vous ne pouvez pas me forcer à faire quelque chose comme ça. » Tyrell, d'un ton menaçant, dit « Je ne te demande rien du tout, je t'ordonne de le faire. Tu feras ce que je te dis.
Si après manger ce soir, tu ne nous rejoins pas au cimetière, demain on te donnera la correction de ta vie. Ne parle de ça à personne, sinon tu peux te considérer comme un homme mort. Quand la pénombre de la nuit a commencé à se faire sentir, Tyrell a rejoint ses amis au cimetière. Mais dans cette histoire, Tyrell n'a pas du tout l'intention de déterrer un corps. Sa vraie cible, c'est Melvin. Il est donc avec ses amis au cimetière, il leur explique un petit peu quel est le plan. Il a ramené un costume effrayant pour faire croire qu'un corps est là. Il allait se déguiser lui-même en tant que cadavre et se cacher dans une tombe ou à côté pour faire genre qu'ils avaient réussi à déterrer un corps. Il avait donc un costume et un masque en latex. Il explique donc à ses amis, quand Melvin sera là, vous devez l'envoyer à l'intérieur du cimetière. Vous devez lui dire de retrouver la pierre tombale de Monsieur Jefferson. Il y a un trou là-bas qui vient d'être tout juste creusé pour accueillir un nouvel occupant. Quand Melvin sera assez près de ce trou, je l'attraperai, je le ferai tomber dans le trou avec moi. Je vais lui faire tellement peur, je pense qu'il aura une crise cardiaque. Les autres garçons du groupe étaient très contents, ils disaient super cool, c'est un très bon plan, on va se marrer. Tyrell enfile son costume, son masque et va donc dans le cimetière pour préparer sa fameuse blague. Tyrell se rend dans le fameux trou qu'il avait vu et patiente. À lui-même, il se dit ce sera le meilleur Halloween de toute notre vie. Une demi-heure après, Melvin arrive devant le cimetière et rencontre du coup les autres garçons. Il souriait, mais les autres garçons voyaient clairement dans son regard qu'il était effrayé au plus haut point. Il avait ses mains dans ses poches, mais on voyait clairement qu'il tremblait de peur. Comme prévu, les garçons l'ont envoyé à l'intérieur du cimetière pour trouver la pierre tombale. Pendant qu'il marchait au plus profond du cimetière, la lumière commençait à devenir de plus en plus absente. Du coup, pour s'éclairer, il utilisait l'écran de son téléphone portable. Melvin marchait entre les pierres tombales, il avait très peur, dès qu'il entendait un petit son, il sursautait. Et finalement, il arrive au milieu du cimetière, à côté du fameux trou où se trouve Tyrell. Il y avait une petite pierre tombale à côté, du coup il s'est approché lentement pour voir quel nom était inscrit sur la pierre tombale. Et là, une main est sortie du trou et l'a attrapé. Melvin crie, et là, la main le tire dans le fameux trou. Melvin est tombé dans le trou, il est recroquevillé, il a peur, et là, il ouvre les yeux et il voit un horrible spectacle. Il y avait un corps qui se tenait devant lui. Le visage était pâle et défiguré, le visage était un peu craqué et les yeux étaient très étranges, comme s'ils étaient absents. Melvin se relève, il met la main dans sa poche et il sort de sa poche un couteau. Un couteau assez large quand même. Tyrell, qui était dans le costume d'Halloween, est horrifié, il dit « Attends, ne me poignarde pas » en reculant assez précipitamment. Melvin a répondu « Et pourquoi pas ?» En panique, Tyrell essaye d'enlever son costume et il dit « Melvin, c'est moi, c'est Tyrell, j'étais déguisé, c'était une farce. » Melvin bouge un peu son couteau, les reflets de la lune brillent sur sa lame et il continue de se rapprocher vers Tyrell. Il plante son couteau juste au-dessus de la tête du jeune homme. Tyrell lui dit c'est moi, c'est Tyrell. Il arrive à enlever son masque et il dit on te faisait juste une farce. Et là Melvin a son visage qui change totalement. Bien qu'il avait son petit sourire avant, là il a un visage froid et totalement enragé. Et avec une voix très froide, il dit tu es le seul qui ne comprend pas. Je sais depuis le début que tout ça n'était qu'une farce. Et l'histoire s'arrête ici. Est-ce qu'on peut dire que Tyrell est mort? Je pense que oui. Après, personnellement, je vous le dis clairement, même si c'est pas bien de cautionner ce genre de choses et tout, j'ai aucune sympathie pour Tyrell, du coup ça ne me touche pas du tout le fait qu'il meure. Il aurait dû être puni autrement, mais là, vu qu'on est dans une histoire de fiction, là ça me dérange pas. Après c'est naturel parce que le récit nous fait développer une sympathie pour Melvin. Bien que la victime dans toute l'histoire on nous fait croire que c'est Melvin, bah finalement à la fin c'est Tyrell. Mais moi sur ça, je vous avoue, je m'en fous totalement là. Un matin de juillet 1854, le propriétaire d'une plantation qui s'appelait Monsieur Williamson, qui vivait aux États-Unis avec sa femme et ses enfants, était tranquillement assis sous sa véranda à observer l'horizon. Il avait un petit pré juste devant chez lui et au-delà de ce pré, il y avait sa plantation où travaillaient ses esclaves. Ces esclaves travaillaient sous les ordres d'un surveillant qui s'appelait Andrew. À un moment donné, Monsieur Williamson s'est levé de sa chaise et a dit « Ah mince, j'ai oublié de parler des chevaux à Andrew ». Monsieur Williamson s'est dirigé du coup vers sa plantation où il y avait les esclaves et le fameux Andrew. Il commençait donc à traverser toute la zone qui le séparait justement de cette plantation. Au passage, il accueillait une petite fleur, il passait par une allée, donc jusque là, rien d'anormal. Il s'est un moment arrêté pour saluer un ami qui s'appelait Armour Wren, qui était lui aussi le propriétaire d'une plantation. Ce voisin était dans une voiture ancienne, vous savez, celle qui était dirigée par deux chevaux, et il était avec son fils de 13 ans. Les deux voisins se sont donc salués et Armour Wren est reparti et au bout de quelques mètres, il s'est dit qu'il devait absolument parler affaires avec justement Monsieur Williamson. Effectivement, Monsieur Wren avait vendu quelques chevaux à Monsieur Williamson. Il devait ce jour-là les lui livrer, mais il était très occupé, du coup il pensait lui dire qu'il les livrerait le lendemain. Il demande donc
à son cocher, c'est-à-dire la personne qui pilote justement cette voiture, de faire demi-tour pour revoir Monsieur Williamson et lui parler. Du coup, en sens inverse, ils ont pu observer Monsieur Williamson qui marchait toujours vers sa plantation. Et là, étonnamment, un des chevaux trébuche, mais il arrive à se rattraper. Donc forcément, ça fait un choc. Tout le monde est un peu déboussolé. Et quand la voiture de Monsieur Wren est remise debout, le fils s'écrie « Papa, où est passé Monsieur Williamson ?» La remarque du fils fait que Monsieur Wren regarde où se trouvait Monsieur Williamson juste avant, et il avait totalement disparu. Dans un premier temps, Monsieur Wren n'est pas forcément étonné. Il dit il a peut-être continué son chemin, ou il a fait un détour, mais en tout cas, on ne peut plus l'apercevoir. Le fils, lui, par contre, il était totalement choqué. Il arrêtait pas de demander à chaque fois, papa, il est où, il est où, il est où? Monsieur Wren est donc arrivé chez lui quand l'un de ses serviteurs, Sam, était en fait suspendu à une barrière. Il regardait vers le champ, mais il avait l'air sous état de choc. Monsieur Wren était curieux, il allait demander à Sam ce qu'il se passait quand des cris ont retenu son attention. C'était les cris de la femme de Monsieur Williamson, qui courait dans l'allée, ses enfants sous le bras. Elle était suivie par plusieurs de ses serviteurs et elle criait « Il est parti, oh mon Dieu, quelle horrible chose !» Monsieur Wren disait que dans les yeux de la femme de Monsieur Williamson, on pouvait voir une sorte de lueur étrange, comme de la folie. Forcément, c'est la question que tout le monde se pose, où est passé Monsieur Williamson? On a donc posé la question à ses esclaves qui, normalement, auraient dû l'apercevoir parce qu'ils se rendaient sur la plantation. Sauf que les esclaves ont dit n'avoir vu personne, donc forcément on peut se dire, tiens, ils voulaient aller voir Andrew. Est-ce que Andrew l'a vu? Pas du tout. Des recherches rigoureuses ont été organisées sur la propriété de Monsieur Williamson et aux alentours, mais il est resté introuvable. Vu qu'on ne l'a pas trouvé, il a été déclaré mort, et toutes les procédures légales qui s'en suivent, c'est-à-dire tout ce qui est lié à son décès et sa succession, ont été réalisées. Toutes les personnes présentes cette journée, sauf les esclaves, ont été interrogées pour essayer de démêler un peu ce qu'il s'était passé, mais sa disparition reste encore un mystère. Le seul qui semble avoir justement vu ce qu'il s'est passé, ce serait le fils de Monsieur Wren qui s'appelle James. Par contre, personne ne l'a cru parce que son témoignage semblait trop extraordinaire. Il disait qu'il avait vu Monsieur Williamson s'éclipser en un éclair. Forcément, des rumeurs ont commencé à se lancer sur cette disparition, que ce soit un enlèvement d'un concurrent qui voulait justement lui faire du mal ou qu'il avait des dettes, que ce soit sa famille qui l'ait assassiné pour justement récupérer sa succession. Vraiment, il y a eu de tout et n'importe quoi concernant cette disparition, mais en tout cas, la vérité n'a toujours pas été révélée au grand jour. Est-ce que Monsieur Williamson est passé dans un de ces trous qui l'aurait emmené dans une autre dimension, dans un autre univers? On ne sait pas. En tout cas, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos, parce que il y a quand même une possibilité que sa disparition soit d'origine criminelle. Et à ce moment-là, ça devient plutôt glauque parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Après, je vous vois venir, on pourrait se dire, il est tombé dans un trou. Mais non, il n'y avait aucun trou sur son trajet, donc ça reste assez quand même surprenant. En tout cas, j'attends vos théories dans les commentaires. James Burn Warson était un cordonnier qui vivait en Angleterre. Il possédait un petit magasin, c'était un homme tout à fait respectable, il avait la réputation d'être un homme honnête, mais il avait tendance à aimer la liqueur. C'est une boisson alcoolisée. Et quand il abusait un peu trop de cette boisson qu'il aimait bien, il avait tendance à se lancer dans des paris un peu fous. Et d'ailleurs, pendant ces paris, en fait, il se vantait de ses prouesses athlètes. Donc il réalisait des paris d'atteindre tel endroit en moins de temps qu'il n'en faut. Enfin vraiment, c'était des trucs par rapport, on va dire, au sport, à sa condition physique, et voilà, il aimait bien faire des paris un peu insensés par rapport à ça. À une de ces occasions, il a fait le pari d'aller à un endroit et d'en revenir uniquement en courant, c'est-à-dire de faire l'aller-retour sans arrêt d'une distance de 64 km. Faut avoir un bon cardio en tout cas. Le 3 septembre 1873, James Warson s'est mis en tête de réaliser ce pari. Il a donc entamé sa fameuse course. Il était suivi de la personne qui lui avait lancé ce pari, d'un photographe, d'autres personnes, voilà, pour s'assurer que tout était en règle quand même. Pendant plusieurs kilomètres, tout se passait au mieux, Monsieur Warson faisait sa petite course tranquillement, sans aucun souci. Il n'avait pas l'air forcément fatigué à ce moment-là, il était donc suivi par toutes les autres personnes dans une calèche derrière qui l'encourageaient ou le taquinaient en fonction de leurs envies. Mais à un moment donné, alors qu'il était en pleine course, alors que Monsieur Warson se trouvait à une dizaine de mètres devant la calèche, James Warson en fait a commencé à tomber la tête la première en poussant un horrible cri, vraiment un cri strident, mais il n'a jamais touché le sol, il s'est volatilisé d'un coup. Il aurait dû normalement s'écrouler, mais il a juste disparu à la grande surprise des personnes qui le suivaient. Forcément les autres personnes qui étaient avec lui, ils étaient totalement sous le choc, ils se sont dit mais que se passe-t-il? Mais ils ont quand même décidé d'attendre à l'endroit où il est tombé pour voir s'il allait revenir un moment. Ils se disaient que c'était possible qu'il revienne, sachant qu'ils ne savaient pas du tout ce qui s'était passé. Ils ont attendu vraiment un long moment et voyant que James Warson ne revenait pas et que la nuit commençait à tomber, ils ont décidé de rebrousser chemin. Malheureusement pour ces hommes, quand ils ont raconté leur mésaventure, ils ont immédiatement été emmenés en garde à vue.
Forcément, un homme a disparu, c'était les premiers suspects. Heureusement pour eux, c'était des citoyens de très bonne réputation, ils étaient aussi considérés comme honnêtes, donc il n'y avait pas forcément d'intérêt ou de suspicion au-delà du fait qu'ils étaient présents au moment de la disparition qui planait sur eux. En plus de ça, rien ne semblait discréditer l'histoire qu'ils avaient racontée. Ils n'avaient aucune trace de sang, aucune trace de bourre, rien qui aurait pu donner une piste sur un enlèvement ou un meurtre. Ces hommes qui étaient présents avec James Forson au moment de sa disparition ont toujours juré que leur histoire, leur folle histoire, était vraie, et du coup la rumeur s'est répandue dans toute l'Angleterre. Que s'est-il passé concernant le cas de James Forson? Forcément, encore une fois, dans ce genre de cas, de nombreuses rumeurs se sont aussi profilées concernant les motifs de sa disparition. Est-ce qu'il avait des dettes? Est-ce qu'il avait gagné un pari mais que la personne qui avait fait le pari ne voulait pas le payer? Voilà, c'était vraiment un gros mystère, et on n'a jamais retrouvé une piste sur James Forson, que ce soit une trace ou même son corps. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Serait-il passé dans un univers parallèle? Après là, on a vraiment du coup, par rapport à la première histoire, une description de sa disparition. Cette personne tombée et avant même de toucher le sol, elle s'est comme volatilisée. Moi personnellement, c'est quelque chose que je ne m'explique pas du tout. Parce que s'il avait disparu et qu'il y aurait une sorte de trou noir, que ce soit une sorte de porte ou autre chose qui permette d'accéder à un autre univers ou une autre dimension, les hommes qui étaient avec lui sont allés à l'endroit où il a disparu, mais du coup est-ce qu'ils auraient pas pu rentrer aussi dans cette porte là, ou est-ce que peut-être c'était une porte avec un aller simple pour une personne? Je ne sais pas, ça reste assez mystérieux et j'avoue être assez intrigué sur cette histoire. Christian Ashmore vivait près de New York aux États-Unis avec sa femme, ses 2 filles et son fils Charles qui avait 16 ans. Les Ashmore étaient des gens aisés et respectables, donc ça avait l'air d'être une famille totalement classique. En 1871, ils ont déménagé et ils se sont rendus dans l'Illinois où Monsieur Ashmore avait acheté une ferme. À une certaine distance de la ferme, il y avait une sorte de rivière qu'ils utilisaient pour avoir de l'eau potable. Dans la soirée du 9 novembre 1878, à environ 9 h du soir, Charles, le fils, a pris un seau et est parti en direction de la rivière pour récupérer un peu d'eau pour sa famille. Quelques instants plus tard, sa famille a remarqué qu'il n'était pas revenu, il l'attendait près du feu, on était en hiver, il y avait de la neige. La famille tout naturellement a commencé à s'inquiéter, ils sont donc sortis devant la ferme et ont commencé à crier son nom pour voir s'il s'était peut-être un peu perdu ou qu'il avait vu quelque chose, qu'il y avait eu quelque chose en tout cas qu'il avait peut-être tardé. Mais étrangement, aucune réponse, aucun signe de la présence de Charles. Le père Ashmore décide donc de prendre une lanterne et accompagné de sa fille, il se rend en direction de la rivière là où était censé se trouver son fils. Il y avait un peu de neige qui était tombée qui recouvrait légèrement le chemin, mais on voyait quand même distinctement les traces de pas de Charles jusqu'à la rivière. À un peu plus de la moitié de la route, aux alentours d'une distance de 60 mètres à partir de la maison, Monsieur Ashmore s'arrête brusquement parce qu'en fait les traces de pas de son fils s'arrêtent également net. Ce qui reste assez étrange, sachant qu'il aurait dû aller jusqu'à la rivière. Sa fille lui demande « Que se passe-t-il ?» Son père lui répond « Telle est la question car lui-même ne comprend pas pourquoi les traces de pas s'arrêtent ici. » Il regarde le ciel pour essayer de comprendre, de trouver une explication rationnelle au fait que les traces de pas étaient clairement visibles dans la neige autour était lisse, donc c'était vraiment très étrange. Et la seule explication qu'il a pu trouver mais qui ne tenait pas forcément la route, c'était qu'il y avait eu une chute de neige sur la suite des traces de pas, mais c'était en fait totalement impossible parce que les empreintes de pas s'arrêtaient vraiment brutalement, alors que dans l'eau on a retrouvé un peu plus de neige, on aurait eu des empreintes un peu hétérogènes, il y aurait eu quelques différences entre les différentes empreintes, alors que là toutes les empreintes étaient pareilles. En plus de ça, il n'y avait aucun nuage qui vous voyait le ciel, ce qui laissait présager qu'il n'avait pas neigé ce soir-là. Le père et la fille continuèrent leur chemin vers la rivière et quand ils sont arrivés, ils ont tous les deux tremblé de ce qu'ils ont vu. La rivière était couverte d'un rideau de glace, ce qui veut dire que si son fils est arrivé, il y aurait dû avoir une sorte de fissure, un trou pour qu'il puisse récupérer l'eau, alors que là, clairement le fait que la rivière était intacte, ça veut dire que le fils n'était jamais arrivé jusque là. Ne pouvant rien faire d'autre, Monsieur Ashmore et sa fille sont retournés chez eux et ont décidé de reprendre les recherches en fait le lendemain, là où il ferait jour et pourrait beaucoup mieux voir. Malheureusement, la lumière du jour ne fit pas avancer les recherches, les empreintes de pas étaient toujours arrêtées au même endroit totalement net. La famille n'a pas retrouvé la trace de Charles, il a donc disparu avec son seau. Ils n'ont même pas retrouvé le seau pour peut-être essayer de trouver un indice. La famille est donc en deuil, et 4 jours plus tard, Madame Ashmore était justement à côté des dernières traces de pas de son fils totalement en deuil, jusqu'au moment où elle entend des voix. Mais pas n'importe quelle voix, la voix de son fils, Charles.
Pensant qu'il était tout proche, elle a crié désespérant son nom mais sans aucune réponse. En fait, on avait l'impression que la voix de Charles venait d'un certain endroit et quand on se rendait à cet endroit-là, elle semblait venir encore une fois d'ailleurs. Ce qui faisait qu'en fait, l'origine de cette voix semblait totalement introuvable. Pendant un long moment, la mère de Charles, Madame Ashmore, a couru d'un bout à l'autre de là où venaient les voix, mais au bout d'un moment, l'émotion et la fatigue ont eu raison d'elle, elle a décidé de retourner chez elle. À peine elle était rentrée à la maison qu'elle a raconté à sa famille ce qu'elle avait entendu, et son mari lui a donc demandé « mais que disait la voix ?» Et là, étrangement, bien qu'elle disait que les mots, quand elle était sur place, étaient clairement distincts, qu'on les comprenait sans aucun souci, une fois qu'elle était revenue dans la maison, elle ne se rappelait plus de rien. Quand je dis plus de rien, elle ne se rappelait pas du contenu de ce que disait la voix. Directement, toute la famille se rend là où la mère était pour essayer aussi d'entendre la fameuse voix, pour voir ce qu'elle disait, mais ils n'entendent rien du tout à ce moment-là. La famille en conclut donc que justement le fait qu'elle ait entendu ces voix c'était dû à une fatigue nerveuse et qu'elle avait en fait halluciné. Cependant, au cours des mois suivants, à intervalles irréguliers, ça arrivait vraiment à des moments assez hasardeux. Plusieurs membres de la famille, à l'endroit où se trouvait la mère, ont entendu la voix de Charles dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire qu'ils entendaient une voix venir de très loin, mais ils arrivaient à entendre distinctement les mots que la voix disait, mais dès qu'ils revenaient dans la maison pour raconter ce qu'ils avaient entendu, ils avaient une sorte de perte de mémoire par rapport à ce qui avait été dit. Au fur et à mesure du temps, la voix se faisait plus rare, plus faible, et semblait venir d'autant plus loin, et une fois que l'été est arrivé, la voix a totalement disparu. Personne n'a jamais su ce qui était arrivé à Charles, et d'ailleurs, peu de temps après ça, sa pauvre mère était également décédée. Est-ce que Charles est également tombé sur un portail vers un univers ou une autre dimension? Ça reste un mystère. En tout cas, peut-être qu'il s'est fait enlever d'une quelconque manière sur le chemin de la rivière. Dans l'histoire, on nous dit que la famille était aisée, donc peut-être qu'il y avait une demande de rançon derrière ça, mais voilà, ça reste assez mystérieux, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai plusieurs théories. Il a pu... Encore une fois, théorie un peu bête, tomber dans un trou, après ça a été recouvert de neige, et du coup il a été introuvable, et en fait la voix que les personnes entendaient, c'était Charles qui était enfermé dans le trou, qui essayait d'appeler à l'aide, mais au bout d'un moment la voix devenait de plus en plus faible parce que lui avait de moins en moins de force. Je me dis que ça c'est quelque chose qui est totalement plausible. Je vais vous dire de manière très réaliste, je veux dire comme si je croyais pas du tout au paranormal ou quoi que ce soit, ce qui aurait pu se passer. Charles se rend à la rivière, il tombe dans un trou. Tête d'un trou d'assez haut, il se cogne la tête, il s'évanouit. La neige, le temps que son père et sa sœur arrivent sur place, a recouvert l'emplacement où il est tombé. Lui, il est évanoui, donc il n'entend pas sa famille qui l'appelle ou qui est présent justement là où il se trouve. Et lui, du coup, ne crie pas à l'aide parce qu'il est encore évanoui. Quelques jours plus tard, quand sa mère vient sur les lieux, là, il est bien conscient. Il entend qu'il y a sa mère et du coup il l'appelle à l'aide. Et quand sa mère repart et qu'après les gens reviennent, au fur et à mesure forcément, on veut dire il doit être affamé, assoiffé, fatigué, frigorifié. Donc sa voix devient de plus en plus faible, on l'entend de plus en plus loin. Et du coup forcément au moment sans vivre, sans pouvoir manger, se reposer, se réchauffer, il décède et du coup c'est pour ça qu'on l'entend plus. Ça je trouve que c'est une théorie qui pourrait fonctionner. Après on n'a pas forcément le détail si quand la neige une fois qu'elle a fondu s'il y a quelque chose. Mais par contre si après on croit au paranormal et aux univers parallèles et tout ça, bon oui il a pu tomber sur un portail mais après je n'ai aucune explication sur pourquoi on pourrait entendre sa voix. S'il y en a parmi vous qui se connaissent un petit peu dans ce domaine-là, moi je suis super curieux de savoir un peu ce que vous avez à dire sur ça, parce que dans les deux premières histoires, on n'a aucune information sur l'après-disparition, on va dire. C'est-à-dire, le mec a disparu, point, c'est fini. Là, quand même, on entend sa voix, donc je suis assez curieux de savoir si ça pourrait être des résidus, ou qu'il y a une sorte de connexion. Je sais pas, c'est super compliqué, et ça me prend la tête de réfléchir à tout ça, parce que je trouve aucune explication sensée. Donc vraiment, dites-moi un max en commentaire ce que vous pensez de ces histoires-là. Moi, ça m'intéresse énormément, je trouve que personnellement, les trucs d'univers parallèle, c'est super intéressant. On va commencer avec l'histoire de Max. Max était parti avec sa petite amie pour aller marcher et potentiellement camper dans la forêt. Depuis le début, en arrivant sur place, la petite amie de Max avait un mauvais pressentiment. Elle avait pas du tout envie de s'aventurer dans la forêt. Elle se disait ok pour y être de jour, mais y camper, y rester de nuit, là c'est un peu plus compliqué. Il savait déjà où il voulait s'installer, mais il fallait qu'il marche un petit peu. Et à mi-chemin de cet endroit, alors que le soleil se couchait et que la lune commençait à montrer le bout de son nez, eh bien on voyait plus forcément grand chose. En fait, le chemin était de base assez dense, en tout cas on le voyait bien et au fur et à mesure du temps on le voyait de moins en moins, donc de nuit on le voyait plus du tout. Quelqu'un aurait beaucoup de mal, s'il ne connaît pas les lieux, à retrouver sa route. À un moment donné, alors que le couple est en train de marcher, il remarque une petite lueur plus loin sur le chemin qu'ils empruntent. Ça ressemble à une lueur de lampe, une lampe de poche, et donc curieux, Max et sa copine pointent leur lampe à eux en direction de cette fameuse lueur. Sauf que dès qu'ils le font, la lueur, elle s'enlève.
C'est-à-dire que la personne qui avait cette lampe de poche, qui était à l'origine de cette lumière au bout du chemin, a remarqué qu'on l'avait pointé avec la lumière et du coup, boum, il l'a éteint direct comme s'il ne voulait pas se faire voir. Max et sa copine, un peu hésitants, faut bien se l'avouer, patientent un petit peu et après ils se disent bon, c'est peut-être quelqu'un qui a juste fait demi-tour, c'est pour ça qu'on voit plus la lumière, continuons notre chemin. Alors qu'ils se retrouvent un peu plus près de là où ils avaient vu la lueur, là ils ont les deux un super mauvais pressentiment. Parce que là, ce qui se dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est sur le même chemin que nous, dans le noir, parce qu'il ne voit plus aucune lumière. Il se disait peut-être qu'en arrivant là où se trouvait l'homme initialement, eh bien, il verrait au loin la même lumière, signe que l'homme, en fait, il est en train de marcher comme eux, alors que là, en fait, il ne voit rien du tout. C'est comme si la personne qui avait émis cette lumière avait disparu. Il se rapproche encore, et il ne voit toujours rien. Il ne voit personne, mais il trouve quand même quelque chose. Ce qu'il trouve, c'est un sac à dos, qui se tenait bien droit, sur le sol. C'était pas un sac à dos qu'on avait genre jeté et on s'était barré en courant, il avait été placé là, vraiment, avec précaution. Max et sa copine se disent la personne qui était à l'origine de la lumière est sûrement le propriétaire de sac, et s'il a laissé ce sac ici, c'est qu'il est pas loin. Il décide donc de scruter les alentours pour voir s'il ne voit personne. Et effectivement, il n'y a personne. Voulant briser également le silence pesant de la forêt et de la noirceur de la nuit, il décide de crier, de demander s'il y a quelqu'un, sauf qu'ils n'ont aucune réponse. Max et sa copine reprennent donc leur chemin. Et là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu par hasard, parce que Max et sa copine avaient continué leur chemin, et à un moment donné, ils se sont retournés. Et c'est en se retournant qu'ils l'ont vu, à l'emplacement où ils avaient trouvé le sac à dos. Cette fois-ci, ils voyaient un homme, ils ne savaient pas dire s'il était grand ou petit, mais il semblait courbé. Et le sac à dos n'était plus sur le sol, il était sur son dos. L'homme était parfaitement immobile, face à Max et à sa petite amie. Max décide de prendre les choses en main. Il se pisse dessus, mais il ne veut pas le montrer. Du coup, avec sa lampe, il éclaire l'homme et il essaye un peu de briser le silence. Il dit « Comment ça va, mec ?» Il essaye de faire le mec sympa. Sauf que cet homme, bien qu'il avait été remarqué, n'a dit aucun mot. Il est resté là, totalement immobile. Mais cette fois-ci, Max arrive à voir un peu plus l'homme parce que cette fois-ci, il est éclairé de sa lampe de poche. Et Max nous dit qu'en fait, cet homme avait l'air en colère. Max, lui, était en train d'éclairer l'homme, mais pas sa petite amie. Sa petite amie, elle, éclairait également dans sa direction, mais elle éclairait un peu autour de l'homme, pour voir un petit peu s'il n'y avait pas quelque chose d'autre, peut-être une deuxième personne, dans la forêt. Mais ce que sa lumière a révélé, c'est bien pire. À côté de l'homme, il y avait une super grosse hache. Et non, ce n'était pas une petite hachette pour essayer de débroussailler un petit peu le coin, parce que l'homme voulait s'aventurer dans la forêt. C'était vraiment une hache bien massive. Et c'est là, après cette observation, que l'homme, apparemment dangereux du coup, va commencer à bouger. Il ne va pas bouger dans un sens plus rassurant. Il va regarder le sol, déplacer son regard vers la hache et il va la saisir, mais très lentement. Une fois qu'il l'a en main, l'homme commence à marcher totalement sereinement vers Max et sa copine. Là, plus le temps d'être sympa. Max et sa copine se barrent en sprintant. Ils fuient. Pendant une bonne trentaine de minutes, ils ne se sont pas cachés, ils sont restés en mouvement, même si l'homme, au bout d'un moment, n'était plus visible derrière eux, mais ils étaient tellement terrifiés qu'ils ont même quitté le chemin sur lequel ils se trouvaient pour aller dans la forêt et essayer de disparaître à tout prix. Au bout d'un moment, Max et sa petite amie arrivent à retourner à leur voiture et à quitter les lieux, cette forêt qui les a traumatisés. Enfin, c'est pas la forêt en soi, mais l'homme qui s'y trouvait. Petit détail, un peu creepy en plus de ça, c'est que dans cette forêt et dans ses alentours, on ne captait pas. Donc ils ont dû faire 45 minutes de route avant de pouvoir retrouver du réseau et appeler la police. Naturellement, la police est allée voir et ils n'ont rien trouvé. Ah bah évidemment, sinon ce serait trop beau. C'est là que cette histoire se termine. Bon, je pense qu'avec les 3 histoires en forêt de la semaine dernière, plus cette histoire-là, c'est bon, les forêts, c'est terminado, c'est fini. On a vu vraiment beaucoup de choses diverses et variées sur les forêts. Je pense que là, vraiment, si les histoires de la semaine dernière t'ont pas suffi, celle-là, c'est bon, t'y vas plus. Si t'es amateur de forêt, change de passion. En tout cas, bon comportement de Mike et de sa petite amie, de prendre la fuite et de pas attendre que cet homme débarque pour dire mec qu'est-ce que tu fais et d'essayer d'entamer une conversation. Dans ce cas-là, autant la jouer sécurité avant tout et de s'enfuir le plus loin possible. Après, ce que je trouve assez fascinant, c'est que la petite amie de Max avait de base un mauvais pressentiment, comme quoi des fois l'instinct humain il est assez puissant. Maintenant, on passe sur une histoire de babysitting. Babysitting particulier. Cette histoire, c'est l'histoire de Paris. Paris avait 22 ans. Paris était en vacances avec ses parents en Turquie. Elle se trouvait dans une sorte de club med, vous savez, un club comme ça, un peu all-inclusive, mais un truc assez petit. Il y avait, comme dans ce genre d'endroit, plein d'activités tous les jours qui permettaient en soi de faire des rencontres en incluant tous les vacanciers
qui se trouvaient dans ce club. C'était des trucs dans la piscine, des compétitions, ce genre de choses. Il y avait également un restaurant commun pour tout le monde, et du coup, ça créait du lien entre les différents vacanciers, ce qui fait que les gens avaient échangé un peu entre eux, chacun connaissait un peu les noms de tout le monde. Et justement, dans tout ce monde-là, il y avait un jeune garçon anglais du nom de Danny. Danny ne semblait pas super vieux, mais il avait 2 enfants. Ses enfants avaient entre 2 et 4 ans, et tout le monde était plutôt sympathique à son égard. Tout le monde avait tendance à apprécier sa petite famille parce que Danny était un père célibataire qui s'occupait de ses 2 enfants. En plus de ça, la famille semblait très sympathique, donc personne ne se posait la moindre question sur eux. Tout le monde avait l'air plutôt à l'aise en leur compagnie, tout le monde était courtois avec eux. C'était vraiment une petite famille qui ressortait un peu du lot par rapport aux autres vacanciers. Alors que Paris était en train de retourner vers sa chambre, un des vacanciers l'a interpellé pour lui demander si elle pouvait aider Danny. Il fallait l'aider à accompagner ses enfants en haut des escaliers du club, notamment dans leur chambre, parce que en fait, ils avaient été sévèrement brûlés. Pas un truc très grave, mais en fait, ils avaient pris un gros coup de chaud et en plus de ça, des coups de soleil. Donc, ils étaient assez turbulents. C'était compliqué à gérer pour juste le père de famille. Pour Paris, il n'y a pas de problème. Du coup, elle accepte et elle rejoint donc Danny et ses enfants et elle accompagne la jeune fille, la fille de Danny, alors que Danny lui s'occupe de son jeune garçon. Ils prennent ensemble l'ascenseur, pas les escaliers. Ils arrivent à la chambre de la petite famille. Danny ouvre la porte de la chambre tranquillement. Là, je mets le suspense. Paris, qui se trouve devant la chambre, commence à glisser la fille qu'elle tient par la main dans la chambre d'hôtel en mode tiens, t'es arrivé, vas-y, je rentre pas moi. Sauf que Danny lui dit emmène-la à l'intérieur s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais l'allonger sur le canapé? À ce moment-là, Paris c'est une jeune fille plutôt naïve. En plus de ça, au vu de la réputation de la famille, elle ne se pose aucune question. On peut le comprendre. Elle se dit donc, ok, je la dépose et après je m'en vais. En plus, elle se dit, bon, même s'il y a un problème, il y a des gens, je peux crier, ils vont venir. Paris entre avec la jeune fille, elle la dépose sur le canapé. Et là, pendant qu'elle est en train de déposer la jeune fille sur le canapé, la lumière s'éteigne. Danny, il ferme la porte. Paris ne voit rien. Parce que vous savez, quand on éteint une lumière d'un coup, faut attendre un petit peu que notre vision s'adapte à la luminosité de la pièce. Et là, au creux de son oreille, Paris s'entend Danny lui prononcer quelques mots. Parce que Danny n'a pas quitté la chambre, lui. Il a juste éteint les lumières, il a fermé la porte et s'est enfermé en quelque sorte avec Paris. Il lui a dit, les enfants, dites bonjour à votre nouvelle maman. D'un coup, crise cardiaque pour Paris. Elle panique, elle utilise ses mains pour essayer de trouver le mur et essayer de se diriger. Elle cherchait l'interrupteur de la lumière pour pouvoir allumer la lumière et se barrer le plus loin possible. Elle entend Danny dire « Mais attends, reste regarder la télé avec nous ». Mais avec une voix très creepy, vous savez, c'était pas une proposition très saine. Finalement, Paris arrive à trouver la poignée de porte, non pas l'interrupteur. Elle ouvre la porte et elle se casse très loin. Paris se précipite au rez-de-chaussée, là où il y avait le plus de monde. Elle est en panique, elle pleure. Elle retrouve ses parents, elle raconte ce qui s'est passé. Mais ses parents ne la croient pas. En tout cas, ils ne croient pas au côté creepy de la chose. En fait, tout le monde pensait, en tout cas les personnes à qui elle a raconté ça, que, en fait, le fameux Danny plaisantait. Parce que comme je l'ai dit au début de cette histoire, vous savez, c'était une famille qui ressortait un peu du lot, tout le monde les connaissait, vu qu'ils étaient très sympathiques, ils avaient du mal à envisager qu'en fait, ce soit juste quelqu'un de creepy. En tout cas, le lendemain et les jours qui ont suivi, Paris n'a pas revu Danny ou ses enfants, ce qui l'amène à penser qu'en fait, il est parti directement. Comme si il avait potentiellement quelque chose à se reprocher. Cette histoire s'arrête ici. Ce qui est intéressant, c'est aussi les commentaires qu'il y avait en dessous de cette histoire. Quelqu'un disait, et tu te dis, c'est vrai que c'est possible, en fait, le Danny, il avait ses enfants, et c'était en quelque sorte une arme pour lui, dans le sens où les gens n'allaient pas se méfier de lui, en tout cas, nettement moins que s'il était tout seul. Tu vois, si ça avait été un homme tout seul, peut-être que le témoignage de Paris aurait été pris au sérieux, alors que ayant des enfants, les gens se sont dit mais non, c'est un père de famille célibataire, c'est impossible qu'il soit chelou. Du coup ouais, il y a 2 trucs totalement fous dans cette histoire. La première, c'est bien sûr ce qui est arrivé à Paris. La deuxième, qu'on ne la croit pas. Ça c'est malheureux. De quoi créer un second trauma à Paris vis-à-vis de ces événements. Tu te dis, à la suite de ça, si jamais il lui arrive encore quelque chose de creepy ou qu'il la mette mal à l'aise, elle n'osera plus en parler parce qu'elle se dit je vais pas en parler, personne va me croire. Parce que quand j'en avais déjà parlé avant, on m'a pas cru. Tu vois, donc ça c'est malheureux ce genre de situation aussi. On passe à la 3e histoire. Pour ceux qui aiment du stalker, ils vont être servis ici. C'est l'histoire de Loïc. Loïc nous dit que cette histoire a eu lieu quand il avait entre 10 et 11 ans. C'était un âge où il était assez vieux pour pouvoir rester seul chez lui.
quand ses parents n'étaient pas là, mais où il était encore trop jeune pour reconnaître certains drapeaux rouges. Vous voyez peut-être des sons, des trucs qui ont pu l'alerter, qui n'ont pas alerté. Il avait encore une certaine naïveté. À ce moment-là, on était en été et Loïc participait à une sorte de camp de vacances. C'était pas une colonie où il partait et il était logé sur place. En fait, c'était une sorte plus de garderie de 8h à 15h et en fait, après 15h, jusqu'à ce que ses parents rentrent, il était tout seul chez lui. Comme ça, on va dire, il avait des activités. La journée, il restait pas tout seul vraiment toute la journée. Il y avait une petite portion de temps où il se retrouvait seul. Il vivait dans un quartier en forme de U et sa maison se trouvait à une des extrémités. Pour se rendre à ce fameux camp de vacances, il prenait un bus, le bus le déposait non pas juste devant sa maison mais un peu plus loin, du coup il avait un petit peu de trajet à faire à pied. Après cela il se retrouvait tout seul. Ses parents auraient pu prendre une babysitter mais ils ne l'ont jamais fait parce que Loïc était assez mature pour rester seul, pour se gérer un certain temps et en plus de ça, ça leur aurait coûté trop cher. Donc c'est pour ça que Loïc était seul à partir de 15h une fois que le bus l'avait déposé devant chez lui. En plus, il savait s'occuper, il jouait aux jeux vidéo, il regardait la télé. C'était un jeune, il savait quoi faire. De temps en temps, le chat de son voisin arrivait dans le jardin et vu qu'il l'aimait bien, Loïc sortait lui donner des petites friandises. Il aimait également le caresser, enfin en tout cas il était aimant des animaux. Le seul ordinateur de la maison se trouvait dans le bureau de son père. Ce bureau avait deux fenêtres, une fenêtre qui donnait sur la terrasse et une autre qui donnait sur un des côtés de la maison. Dans le salon, la cuisine et la salle à manger, il y avait des grandes baies vitrées, donc on va dire qu'on voyait particulièrement bien l'extérieur. Mais à l'inverse, si on était de dehors, on pouvait également plutôt bien voir à l'intérieur. Loïc avait sa petite routine. Quand il rentrait de ce fameux camp de vacances, il marchait un petit peu jusqu'à chez lui. Une fois chez lui, il jetait son sac. Il allait directement dans le bureau de son père pour geeker. Et en fait, il nous dit que des fenêtres de sa maison, on pouvait le voir rentrer dans la maison, jeter son sac et après dans le bureau directement. On pouvait vraiment le suivre. 30 minutes après qu'il ait commencé à jouer, Loïc entend des miaulements. Il s'arrête donc de jouer, il va à la fenêtre pour voir où se trouve le chat, mais il ne voit rien du tout. Loïc retourne au bureau, recommence à jouer, et là encore, des miaulements. C'était des miaulements assez faibles. On pouvait les entendre si on faisait attention, mais ils étaient relativement soft, très discrets. Loïc se relève, il vérifie les deux fenêtres, mais rien du tout. Et ça, ce truc-là de il va jouer, il entend des miaulements, il va voir, il voit rien, il retourne jouer, etc., etc., ça dure pendant 10 bonnes minutes. Vous voyez ce qu'il disait au début de l'histoire? C'est-à-dire que, attention, il se passe peut-être un truc, mais il ne le capte pas, tu vois. Parce que ça, c'est bizarre. Frustré de ne pas trouver le chat, Loïc décide donc d'aller dans le salon pour regarder la télévision. Et 2 minutes après s'être assis dans le canapé, il entend de nouveau des miaulements. Sauf que ce qui est étrange, c'est qu'il n'entend pas des miaulements qui viennent de l'extérieur du bureau où il se trouvait avant. C'est comme si le chat, en fait, s'était déplacé jusqu'à la fenêtre à côté de Loïc, là où il s'est trouvé dans le salon, et qu'il s'était remis à miauler. C'est là qu'il a commencé un petit peu à s'interroger, il trouvait ça assez étrange, ça l'a même un peu effrayé. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé les stores, et ensuite il est retourné à la télévision. Les miaulements ont repris, mais ils se sont déplacés à la fenêtre qui se trouvait juste derrière Loïc. Ça l'a fait sursauter, et Loïc a décidé de quitter le salon. Il est allé dans sa chambre, là où les stores étaient déjà fermés. Ces stores-là étaient un peu pétés, donc la lumière du jour arrivait quand même à rentrer dans la pièce. Il a commencé à lire un livre sur son lit, et il a entendu de nouveau des miaulements. Et ce miaulement-là venait de la fenêtre de sa chambre. Ça n'a fait qu'augmenter sa peur. Donc là, on va dire, ayant atteint son point de rupture, Loïc appelle son père. Ses parents travaillaient généralement jusqu'à tard le soir. Et en fait, il n'a pas appelé forcément parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un. Il a appelé parce qu'il pensait potentiellement que le chat miaulait comme ça parce qu'il était blessé. Et vu qu'il ne le voyait pas, il ne pouvait pas le dire avec certitude. Le père dit donc qu'il va prévenir le voisin, le propriétaire du chat, pour vérifier tout ça. Et il a dit qu'il rappellerait Loïc plus tard pour lui dire. 10 minutes plus tard, Loïc reçoit effectivement un appel de son père. Son père lui dit qu'il va rentrer du travail. À sa voix, il n'a pas l'air apeuré, il dit juste qu'une réunion s'est annulée et que du coup il peut rentrer plus tôt. Le père est rentré et c'est au bout de quelques minutes, ou peut-être même quelques heures, que Loïc s'est dit tiens c'est marrant, depuis que mon père est rentré, j'ai plus entendu un seul miaulement. Et c'est là qu'on va faire un bond dans le temps. Je ne sais pas de combien de temps, mais en tout cas cette histoire est revenue dans la tête de Loïc. Loïc parlait avec son père, a dit tu te rappelles, quand le chat me suivait partout, c'était quand même assez chelou. Et en fait, le père, il est rentré pas parce qu'une réunion s'était annulée, il est rentré parce que le voisin, il a fait des découvertes inquiétantes. Du coup, on remonte dans le temps, au moment des faits. Le père avait effectivement appelé le voisin est venu pour vérifier que son chat n'était pas blessé, sauf que ce qu'il a trouvé, ce sont des empreintes de pas humaines, des empreintes de chaussures qui faisaient le tour de la maison. Elles n'étaient jamais devant les fenêtres, toujours près du mur, vous savez, mais à côté des fenêtres. Comme ça, si quelqu'un regardait par la fenêtre, il ne pourrait rien voir.
Ce que le père explique du coup, c'est que quelqu'un a traqué Loïc dans sa maison en le suivant peu importe où il allait. Détail encore plus effrayant, les traces de pas n'étaient pas de taille similaire. Donc il y avait plusieurs personnes qui rôdaient autour de la maison de Loïc. Ils avaient dû voir que Loïc était rentré chez lui tout seul. Facile à voir quand tu le vois rentrer une fois que le bus a déposé. Le voisin, après avoir vu ses marques, a prévenu le père, évidemment. Le père est venu, il est rentré directement, il a fouillé la maison, l'extérieur, mais il n'a rien trouvé. Le seul truc, c'est que les empreintes se dirigeaient autour de la maison, mais ensuite ont pris la direction des bois, et à un moment donné, ont perdu leurs traces. La police n'a pas été appelée parce que, à part des empreintes, rien d'autre n'a été trouvé, pas d'homme, rien du tout. Le père, lui, avait pris quelques congés pour rester avec son fils le reste de la semaine au cas où, sans jamais lui dire à ce moment-là ce qui s'était passé. Et du coup, conclusion de cette histoire, c'est que des personnes ont essayé d'attirer Loïc en dehors de chez lui. Ils ont dû l'observer assez longtemps pour savoir qu'il avait pour habitude de sortir pour aller caresser un chat, d'où le fait qu'ils imitent des miaulements. Et en fait, ils attendaient juste qu'il sorte pour faire on ne sait pas quoi. Très certainement l'enlever. Et pourquoi faire derrière, ça, on ne le sait pas. Et plutôt tant mieux d'ailleurs. Sacrée histoire, n'est-ce pas? De toute façon, les histoires, de toute manière, où tu mets, encore une fois, je l'avais déjà dit, même où tu mets en danger des enfants, ça fait partie des pires histoires, évidemment. Je te dis, c'est vraiment les pires ordures qui font ce genre de choses, quoi. En plus, tu sais pertinemment que les gens qui font ça, ils sont pas bien intentionnés. Ils font pas ça pour lui offrir une PS5 en mode, tiens, vas-y, t'as gagné, c'est un cadeau, t'as été tiré au sort parmi toutes les maisons. Pas du tout. Ils sont là pour l'emmener dans les bois, lui enlever le pantalon, et t'as compris, quoi. Ou faire du trafic d'enfants, ce genre de choses. Je pense, ça c'est mon avis, qu'ils auraient quand même dû appeler la police, tu vois, pour au moins prévenir qu'il y a ce genre de choses qui se passent dans la ville. Comme ça, peut-être que les gens pourraient être plus attentifs. Tu vois, là, ils appellent pas la police. Personne ne sait, sauf s'ils en parlent, qu'il y a des mecs qui rôdent autour de maisons et qui essaient de duper des enfants. Imagine, t'as quelqu'un dans une autre maison, dans un autre quartier, exactement comme Loïc, qui est chez lui, seul, pendant une certaine période. Si les mecs ils vont faire la même chose avec lui mais que lui se fait avoir, et t'aurais prévenu la police, peut-être que la police aurait placardé des messages en te disant faites attention, les parents seraient restés et la personne ne se serait pas fait avoir, tu vois. Pour moi, il faut appeler la police quand même, toujours dans ce genre de circonstances pour savoir ce qu'il en est. Peut-être que ils ont déjà eu des rapports de choses de la sorte, peut-être qu'ils ont peut-être même des suspects et que les empreintes auraient permis d'identifier encore mieux. Toi, tu sais pas tout ça, donc c'est un peu dommage, je trouve. Bon, les... Une nuit froide d'hiver, une jeune fille de 16 ans du nom de Brittany Snow était seule chez elle à regarder la télévision parce que ses parents étaient partis dîner chez des amis. Il avait neigé quasiment toute la journée, mais Brittany, elle, était tranquillement au chaud sur son canapé avec une petite couverture très bien installée. Aux alentours de minuit, les parents de Brittany n'étaient toujours pas rentrés et ça commençait un petit peu à inquiéter la jeune fille. Elle ne voulait pas les appeler parce qu'elle avait peur qu'en les appelant, ses parents pensent qu'elle ne puisse pas s'occuper d'elle toute seule et que du coup ils ne la laissent plus forcément seule chez elle. En gros, qu'il n'ait plus forcément confiance en elle. La télévision dans la pièce se trouvait juste à côté d'une grande baie vitrée. Elle regardait son film d'horreur préféré. Si c'est déjà pas très rassuré, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quand tout d'un coup, du coin de son regard, elle a eu l'impression de voir quelque chose bouger au travers de la baie vitrée. Dans la pénombre de la nuit et au travers de la neige qui tombait, elle a cru voir ce qui ressemblait à un homme. Cet homme avait l'air de s'approcher de plus en plus de la fenêtre. Au fur et à mesure, elle a pu discerner plus clairement son visage et Brittany est devenue totalement tétanisée. Le visage de l'homme était marqué par des cicatrices. Il avait un regard vraiment démoniaque et il avait l'air de sourire en regardant la jeune fille. Horrifiée, Brittany s'est cachée sous la couverture. Elle n'osait plus bouger, elle a patienté et au bout d'un moment, doucement, elle a commencé un petit peu à retirer la couette pour voir ce qu'il se passait. L'homme était toujours là, il ne bougeait pas. Il la regardait directement alors que la neige tombait derrière lui. Brittany a vu que l'homme était en mouvement, il a plongé sa main dans sa veste et en a sorti un long couteau. Encore une fois terrifiée, Brittany s'est recachée sous la couverture, elle ne bougeait plus. Elle espérait que l'homme pense que c'est juste une pile de couverture qui se trouvait là. Elle a essayé de bouger sa main très doucement pour ne faire aucun signe qu'elle était là vers son téléphone. Elle s'en est saisie. Toute tremblante, elle a appelé le 911 et elle retenait sa respiration en attendant que quelqu'un décroche. L'opérateur a décroché et a demandé « Quelle est votre urgence ?» Brittany a collé le téléphone proche de son visage et elle a dit « Il y a quelqu'un juste devant ma fenêtre, il a un couteau, s'il vous plaît venez rapidement. » Après ça, elle a raccroché, elle est restée cachée sous sa couette. À un moment donné, elle a entendu des sirènes de police venant de l'extérieur de sa maison et à un moment donné, elle a entendu quelqu'un frapper à sa porte. C'était des agents de police. Brittany
a sauté du canapé, elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, elle a laissé les policiers rentrer chez elle, ils ont un peu analysé les lieux, et il n'y avait aucune trace que quelqu'un se trouvait dehors. Brittany, en pointant l'endroit où il a vu l'homme, a dit « il se tenait juste ici », et l'agent de police dit « ce n'est pas possible, personne n'a pu être là, il n'y a aucune trace de pas dans la neige ». Brittany est confuse, elle se dit « mais je l'ai vu, il se tenait juste là, il me regardait, je l'ai vu de mes propres yeux ». Un autre agent de police a dit « vous savez, vos yeux ont pu vous jouer des tours, vous regardez peut-être trop de films d'horreur ». Les officiers allaient partir quand l'un des agents s'est arrêté net. Elle s'approche du canapé où Brittany attendait que la police arrive, et là, cet agent de police semble totalement choqué. Sur le tapis, juste derrière le canapé, il y avait des traces de pas, mouillés, et un couteau qui avait été laissé sur le sol. L'officier dit « vous ne regardiez pas un homme qui était à l'extérieur, vous regardiez son reflet. Tout le temps vous pensiez le voir dehors, en fait il était juste derrière vous. » L'histoire s'arrête ici, c'est creepy. Je ne veux pas du tout vivre cette situation. Et en fait, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'homme s'amusait avec Brittany. Il se disait qu'en fait, elle était totalement bête de penser qu'il était dehors alors qu'en fait, il était derrière elle. Il s'amusait avec sa victime. Heureusement pour elle, il s'amusait tellement qu'il ne l'a pas assassinée, il ne l'a pas attaquée. Et du coup, elle a pu appeler la police et il a dû prendre peur en entendant les sirènes. Lui, il s'amusait de la situation et finalement, ça s'est retourné contre lui, fort heureusement. Néanmoins, il n'a pas été chopé, du coup, ça c'est encore plus inquiétant. Histoire, ma foi, un peu courte, mais très bien. Je l'aime beaucoup celle-ci. Elle est simple et efficace. Cette histoire, je vais la raconter à la première personne. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur. Quand mes parents ont amené Sarah à la maison, c'était le plus beau jour de ma vie. Elle était si mignonne. J'avais hâte de partager mes jouets avec elle. Elle a dormi dans la chambre de mon père et ma mère les premiers jours, et au début elle pleurait beaucoup. Parfois elle pleurait tellement fort que ça nous maintenait éveillés toute la nuit. Je suis surprise que les voisins ne l'aient jamais entendue. À un moment donné, papa a fait une chambre pour elle dans la cave. Il lui a fait un lit avec des barreaux pour qu'elle ne puisse pas sortir, Sarah était assez jeune. Et parfois, je m'introduisais dans la cave pour la regarder dormir. Je la voyais là, allongée sur son lit, les yeux ouverts qui regardaient le plafond. Mes parents m'ont toujours dit de ne jamais lui donner des objets pointus, car ça pourrait la blesser. Du coup, parfois, je lui donnais des jouets. Mais à chaque fois, elle les rejetait. Et après, elle commençait encore une fois à pleurer. J'avais l'impression qu'elle n'aimait pas trop les jouets. J'allais à l'école durant la semaine, mais Sarah, elle, restait à la maison. Maman disait que Sarah n'était pas encore prête à aller à l'école. Quand je rentrais à la maison, je racontais à Sarah ma journée, ce que j'avais appris à l'école, et j'aimais bien dessiner des dessins de nous deux où on jouait ensemble. Je me souviendrai toujours du jour où je suis rentré de l'école et que Sarah avait disparu. Son lit était vide, ses vêtements n'étaient plus là, et maman était là, dans la cuisine, assise à la table, en train de fumer une cigarette. Elle avait l'air vraiment très malheureuse. Quand je lui ai demandé où était Sarah, elle a commencé à pleurer. Elle a murmuré « Sarah est partie ». Je n'ai pas compris, j'ai dit « mais on a besoin de la retrouver ». Ma mère a pris sa tête entre ses mains et m'a dit « Sarah est morte, elle est au paradis ». Mon père a enlevé le lit qu'il avait fait pour Sarah dans la cave. Il a ajouté tous les dessins que j'avais fait avec elle. Et mes parents refusaient catégoriquement de reparler de Sarah. Ils refusaient même de mentionner ne serait-ce que son nom. C'était tout simplement comme si elle n'avait jamais existé. J'étais vraiment attristé de ce comportement. J'aimais beaucoup Sarah. Plus tard, un dimanche, ma mère m'a emmené faire des courses avec elle. Elle avait un paquet à envoyer, donc on s'est arrêté à un bureau de poste. Pendant que ma mère faisait la queue, je regardais les différentes affiches sur un panneau d'affichage. Mes yeux sont restés figés sur l'un d'entre eux, une image de Sarah. Elle était aussi mignonne que dans mes souvenirs. En dessous de cette image, il y avait marqué « Disparue, Sarah Winfield, âgée de 16 ans, enlevée chez elle en 2011. Si vous avez la moindre information concernant sa localisation, veuillez contacter la police. » Cette histoire s'arrête ici. Le constat est plutôt simple. Les parents de la narratrice ont enlevé Sarah. Est-ce qu'ils avaient pour ambition de l'adopter? On ne sait pas. En tout cas, je pense que les parents l'ont en tout cas assassiné derrière. Une des théories qu'on pourrait avoir sur cette histoire, c'est que la narratrice est une fille qui a des problèmes mentaux. Elle pense qu'elle est plus jeune qu'elle ne l'est, elle a peut-être 18 ans, et du coup elle veut une petite sœur. Les parents ont enlevé Sarah, âgée de 16 ans, alors que dans l'histoire on a l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus petite que ça, et du coup on dit à la narratrice de ne pas donner d'objet pointu à Sarah. Pourquoi? Dans les faits on dit que c'est pour pas qu'elle se blesse, mais en fait ce serait peut-être plutôt pour éviter qu'elle ne se donne la mort elle-même. Pourquoi elle ne doit pas aller à l'école? Parce que sinon elle pourrait s'enfuir ou dire à ses professeurs, à ses camarades qu'elle a été enlevée, et en fait elle a dû mettre la main sur quelque chose de pointu et elle a pu donc se donner la mort elle-même, d'où le fait que la mère notamment est très triste de la situation. Parce que si vraiment les parents étaient responsables de la mort de Sarah, pourquoi ils seraient aussi tristes? En tout cas, libre à vous de vous en faire votre propre théorie sur cette histoire, un petit peu mystérieuse quand même si je pense que les versions qu'on a abordées sont sûrement les plus plausibles.
Dans un petit village de Mexico, deux jeunes garçons étaient adossés contre un mur. Ils regardaient les gens passer, il faisait chaud, c'était une journée un peu fatigante, le soleil tapait pas mal, et en fait les deux jeunes garçons qui étaient adossés contre le mur étaient là pour profiter un petit peu de l'ombre. À un moment donné où ils se sont dit qu'ils allaient partir, ils ont vu un homme, habillé de noir, assez grand, qui les a approchés. Il a tout de suite interloqué les deux jeunes garçons parce qu'il a eu vraiment une tenue assez particulière et il avait une démarche tout aussi atypique. Il avait des cheveux noirs un peu gominés vers l'arrière et il portait un costume avec une cravate et ce costume semblait valoir une belle fortune. Dans ce petit village, ça dénotait fortement parce que c'était pas un village très riche, donc voir quelqu'un habillé de la sorte, forcément ça dénotait pas mal. Au fur et à mesure que l'homme se rapprochait des deux jeunes garçons, l'un d'entre eux a commencé à sentir un frisson qui a parcouru sa nuque. L'autre garçon avait ses cheveux qui commençaient un peu à se dresser sur sa tête à cause du stress, et ni l'un ni l'autre ne savait pourquoi il commençait à ressentir ce genre de sensation. L'homme en costume, qui s'était bien approché d'eux, leur demande s'ils ont faim. Avant que les deux jeunes garçons ne puissent répondre, l'homme avait déjà mis la main dans une de ses poches et en a sorti quelques pièces de monnaie. Un des garçons s'est précipité sur l'argent et a attrapé les pièces directement. L'autre garçon a dit avec un ton un peu tremblant « Ne prends rien à cet homme, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas ce qu'il veut. » Le garçon qui a pris l'argent ignore l'avertissement de son ami, il prend l'argent et il le met dans sa poche. Le garçon qui essaie d'avertir son ami lui dit « Mais ne prends pas l'argent, rends-lui ». Le garçon qui avait l'argent se retourne vers son ami et lui dit « Tais-toi, sympa l'ami ». Et là, quand il rejette un coup d'œil vers l'homme en costume avait totalement disparu. Les deux jeunes garçons sont très surpris, ils jettent des coups d'œil aux alentours mais ils ne le trouvent pas. Le garçon qui lançait un peu des messages d'avertissement a dit « Est-ce que tu as vu ses pieds ? Je suis sûr que non, tu étais tellement préoccupé à prendre l'argent que tu n'as même pas fait attention à ses pieds ». Le garçon qui avait récupéré l'argent était très confus, il ne savait pas quoi répondre, il a jeté un regard vers le sol et il a commencé à trembler. Sur le sol, dans la boue, il y avait des empreintes de pieds mais pas de pieds humains, comme des sortes de sabots. Le garçon qui n'avait pas pris l'argent dit avec affirmation « Tu sais très bien ce que c'est, cet homme, c'était le diable ». L'histoire prend fin ici, ça va puer pour le mec qui a pris l'argent. Il a passé un contrat inconsciemment avec le diable en prenant l'argent, clairement. Donc il va lui arriver sûrement des bricoles. En tout cas, il va peut-être pas aller au paradis.